Bonjour, bienvenue. Je vous propose de démarrer cette deuxième journée du colloque Alphand. Alors aujourd'hui, je me repose, donc je confie la journée à Philippe Hiller, paysagiste, enseignant à l'école d'architecture de Paris-La Villette, à Rosa Desmarco, architecte et enseignante également à l'école d'architecture de Paris-La Villette, et à Chiara Santini, historienne et enseignante à l'école du paysage de Versailles. Philippe, à toi. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je vais introduire cette deuxième journée du colloque de façon très brève. Et puis ensuite, Rosa présentera les différents intervenants de la matinée et la manière dont on souhaiterait organiser le déroulement des interventions et des discussions qui vont suivre avec vous en fin de matinée et en fin d'après-midi. La première journée de ce colloque, intitulée « Formation et œuvres parisiennes » concernait les débuts et le grand travail d'Alphand sur Paris, d'Alphand et de ses équipes sur Paris, sous la direction du préfet Haussmann. Elle a mis en évidence, plus encore que les qualités de concepteur d'Alphand, son rôle central dans l'organisation de l'administration municipale et la relation que cette nouvelle forme, donnée aux conditions de la décision et de l'action sur la matière urbaine, a entretenu avec les équipes et les professionnels à son service. Cette organisation a été possible en mobilisant les compétences des ingénieurs des ponts et chaussées grâce à la mise en place d'un corps de fonctionnaires aux qualités multiples et transversales. Durant toute la période qui va du Second Empire au début de la Troisième République, on voit donc l'apparition d'un champ nouveau pour ceux qui œuvrent sur la ville. Les professionnels du jardin deviendront des urbanistes paysagistes dont la figure initiale pourrait être celle de Jean-Claude Nicolas Forestier qui intègre le service de la ville en 1887 sous la direction d'Alphand, mais publie au tout début du siècle, très rapidement donc, un ouvrage destiné à ouvrir la question du paysage urbain de la capitale en considérant une échelle que nous pourrions qualifier aujourd'hui de territoriale. Les architectes urbanistes prendront eux aussi leur part dans ce changement avec la création de la Société française d'urbanisme en 1911, par Henri Prost notamment. La rigoureuse organisation à la fois professionnelle mais surtout administrative imposée par Alphand, depuis le service des promenades de l'origine jusqu'à la direction des travaux, a permis l'incroyable cohérence formelle et organisationnelle dont on voit encore aujourd'hui certains effets dans l'espace parisien, mais aussi dans les formes données aux relations des services avec le pouvoir municipal. L'ensemble de ce travail, qui court sur un demi-siècle, se retrouve dans des influences marquées que l'on constate dans les plans d'embellissement du début du XXe siècle en France, par exemple. On en voit aussi encore les effets dans les allers et retours à travers la planète, quand les travaux sur les villes coloniales françaises ont servi, sinon de modèle, au moins d'expérimentation, aux transformations qui allaient marquer Paris, encore une fois, entre les deux guerres, et notamment à partir de la démolition des fortifications en 1919 avec la loi Cornudet, ou quand les parkways américains vont devenir une référence. On voudrait vous proposer une question. Ce qui pourrait ressembler à un académisme, une forme déclinée à partir d'un dogme, s'est-il avéré être une matière fertile que le temps et les différentes expériences ont rendue prolifique? Il y a un point d'interrogation. C'est l'enjeu, nous semble-t-il, de cette seconde journée qui s'attachera à montrer les influences internationales d'Alphand avec des échanges entre les professionnels, l'adaptation aux changements sociaux du début du XXe siècle dans les méthodes de travail mises au point par les services parisiens, ou encore les ruptures et continuités dans l'organisation des services jusqu'à nos jours. La journée se terminera avec une discussion entre Jean-Marc Bouillon et Henri Bava, président et vice-président de la FFP pour des États généraux du paysage. Sans anticiper sur les questions qui ne manqueront pas d'être ouvertes à cette occasion, c'est ainsi que la journée introduira des présentations et des débats de demain à propos du passage engagé entre Paris et Grand Paris à la lumière de cette longue histoire de ce que pourrait être l'héritage d'Alphand. Voilà, je voulais faire juste cette petite introduction pour situer cette deuxième journée entre, par définition, celle d'hier et celle de demain, et pour montrer comment ce colloque a été organisé pour ouvrir des questions à partir de la connaissance des travaux d'Alphand et de la fin du XIXe siècle à Paris en particulier. Rosa.
Oui, donc je vous présente très rapidement donc, le déroulement de la journée. Nous avons pensé l'organiser de la manière suivante. À différence d'hier, on vous propose de concentrer les questions à la fin des 3 interventions. Bien entendu, des questions pour demander des choses ponctuelles aux intervenants, elles sont bienvenues, mais si vous pouvez, on les concentre à la fin de sorte à avoir un peu plus de débat aussi. Hein. Donc on aura automatiquement aussi une sorte de conclusion de la matinée et de la deuxième partie de la journée. Donc, ce qui est très intéressant et donc la manière dont ça a été organisé, c'est justement le matin avec un pont plutôt pour les contenus exposés la veille et l'après-midi déjà une ouverture vers les débats qui seront développés demain avec l'histoire de la métropolisation et notamment du Grand Paris. Donc, je vous présente première intervenante Stéphanie de Courtois, qui est docteur en histoire, maître assistante et chercheur au laboratoire Les Havres de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, qui va nous parler donc d'Alphand et à l'École française de paysagisme et une agence de paysage au défi des mutations sociales et urbaines, l'agence André. Je vous laisse la parole. Bonne écoute. Merci. Alors, ça marche. Je souhaite bien sûr remercier les organisateurs de cette manifestation qui, après la première manifestation de mars à laquelle j'avais pu intervenir, ont bien voulu me solliciter de nouveau pour aborder non seulement la figure du paysagiste Édouard André, qui a été formé à la ville de Paris auprès d'Alphand et de Barry et Deschamps, mais aussi les nombreux professionnels qui se rattachent à cette filière parisienne, et en particulier René André, le fils d'Édouard André, son fils aîné, dont 2017 représente les 150 ans de la naissance et sur lequel j'orienterai un peu plus la fin de mon exposé. Cet exposé, donc, il voudra évoquer la façon dont, sur la longue période allant de 1867 à 1937, qui est l'année à laquelle René André cessera de travailler, durant 70 ans, donc, l'agence André va être acteur et témoin des mutations du parc paysager français et des transformations de la commande. Je vais aussi essayer de montrer les sources de renouvellement de cette tradition et de souligner la grande diversité, l'inventivité de la production paysagère de cette période et aussi la nécessité pour les chercheurs que nous sommes de préserver les nuances et de donner toutes les couleurs qu'ont pu prendre ces parcs paysagers. Et donc, 1867 va constituer le point de départ de cette communication, qui représente en effet une date clé dans l'histoire des jardins paysagers français, une sorte d'apogée avec l'ouverture de l'exposition universelle de 1867, donc sur le Champ de Mars, et en même temps, donc une apogée et un tournant, puisqu'elle va marquer le début d'une véritable diffusion en France et à l'étranger de ce système mis au point déjà depuis les années 1850 par Alphand et Barry et Deschamps. Et Manet ne va pas se tromper lorsqu'il va installer une exposition personnelle juste au bord de cette exposition de 1867 qui vont lui ramener beaucoup de clients et une partie en particulier des 10 millions de visiteurs qui sont venus voir cette exposition qui a eu donc un très grand retentissement. Et dans le succès de cette exposition, les jardins ont une part tout à fait importante en termes d'espace occupé sur le lieu de l'exposition, tout autour du palais qui a été bâti pour l'occasion, qui a été organisé par l'économiste Frédéric Leplay, dans un esprit de classification. C'est sous la houlette d'une commission impériale qui a été présidée par le cousin de l'empereur, le prince Napoléon, que Jean-Pierre Barry et Deschamps va donc va concevoir, va organiser toute la partie paysagère de l'exposition, qui va être une véritable vitrine pour les parcs et jardins parisiens. Ce sont les équipes de la ville de Paris qui se sont attelées à la composition de l'ensemble des espaces, y compris pour les pavillons étrangers, à l'exception du pavillon de Prusse. Mais en réalité, au-delà de cet espace du Champ de Mars, c'est l'ensemble de la ville qui est renouvelé par cette exposition. Alors, pardon, j'ai oublié de vous montrer Barry et Deschamps, dont vous avez déjà entendu parler longuement hier. C'est l'ensemble de la ville donc, qui est transformé par cette exposition. Et en particulier, on y aménage sur le site de l'exposition des quais qui vont permettre de favoriser la circulation sur la Seine et notamment avec d'autres lieux d'exposition sur l'île à Boulogne. Et puis, on va aussi aménager, vous voyez là, une ligne de chemin de fer qui va arriver jusqu'à l'exposition
pour amener des visiteurs, mais pour amener aussi les marchandises et les produits manufacturés, donc pour construire l'exposition, puis amener les différentes marchandises. Et donc l'exposition va être une véritable infrastructure, en fait, au service de la modernisation de la ville. Pour faire visiter cette exposition aux très nombreux visiteurs qui se pressent, et en particulier aux visiteurs de marque, Jean-Pierre Barrier-Deschamps et Alphand vont charger leur collaborateur Édouard André, qui est notamment parle anglais, qui est jardinier principal de la ville de Paris à ce moment-là, donc de faire les honneurs de l'exposition. André avait rejoint la ville en 1860, c'est son premier emploi, probablement recommandé par le réseau du muséum, et notamment avec Joseph Dequesne, et avait été employé pendant 3 ans pour diriger les serres de la Muette, on y reviendra, et planter les buts de Chaumont. Et donc, il avait écrit, à l'occasion de l'exposition, un petit ouvrage qui voulait faire la publicité de ces jardins parisiens, qui vont effectivement être une vitrine pour ce savoir-faire, qui vont aussi permettre un brassage des idées à l'occasion de l'exposition, qui vont permettre des rencontres, et notamment pour Édouard André, une rencontre tout à fait fondamentale qui va être celle de William Robinson, on en reparlera, qui va véritablement irriguer la carrière d'Édouard André et sa pensée et sa théorie. Donc pour revenir à l'exposition, il y a un jardin qui a été spécialement soigné, qui est le jardin réservé dans le quart sud-est du Champ de Mars, un lieu fermé, extrêmement raffiné, que ce soit pour le soin avec lequel on a dessiné son pavillon, ses cascades en rocaille. Je passe plusieurs images. Un travail très sophistiqué sur les circulations d'eau qu'on distingue assez mal quand on reste à l'échelle du grand plan, mais vous voyez le soin avec lequel tous ces cheminements d'eau ont été dessinés. Aussi des aquariums, il y avait un aquarium d'eau douce, un aquarium d'eau salée, ou encore des massifs fleuris qui étaient renouvelés chaque semaine par les envois des horticulteurs français par ce fameux chemin de fer. Et donc, c'est toute cette maîtrise technique qui est montrée dans ce jardin réservé et qu'on retrouve bien sûr au but de Chaumont où on a accompli ces travaux gigantesques dont Isabelle nous parlera tout à l'heure. Alors, je vais me concentrer dans cet exposé sur les parcs publics essentiellement, et parce que on va assister à partir de 1867 et considérant le très grand nombre de visiteurs qui sont venus voir ces jardins, ça va donner lieu à un mouvement de diffusion de ce style de jardin dans toute la France, à l'étranger aussi, mais en particulier à une commande très importante de la part des municipalités qui gagnent toujours en pouvoir par rapport à l'État dans cette période-là et qui veulent leur petit but de Chaumont, chacun dans leur ville. Et dans ce mouvement de diffusion, bien sûr, Édouard André n'est pas le seul à se mettre dans les pas du mouvement haussmannien. Les frères Denis et Eugène Buller ont au premier chef aussi contribué à diffuser cette esthétique du jardin paysager, et en particulier à travers la commande qui donc précède l'exposition, on le précise, celle du parc de la Tête d'Or à Lyon, qui était une demande du préfet et qui a été une occasion à très grande échelle de tester cette application à un jardin public du style paysager. Et qui a donné lieu à des travaux gigantesques. C'était une façon pour le préfet d'occuper les canuts qui connaissaient à ce moment-là une crise économique qui était au chômage. On a fait creuser ce très grand lac. Et et Édouard André, je reviens sur ce traité, a choisi parmi tous les parcs publics créés à cette époque-là de publier dans son traité donc le parc de la Tête d'Or à Lyon. On pourrait aussi évoquer les très nombreux autres parcs, que sont le parc Borély, le parc Barbieux et tous les autres parcs, mais aujourd'hui, ça n'est pas le propos. Donc, en 1867, c'est aussi un moment où se cristallisent d'une certaine manière toutes ces aspirations d'un nouveau jardin public, avec une place très importante donnée à l'horticulture, à la fois dans les massifs et les corbeilles, dans la
capacité aussi qu'on essaye de développer de production et d'expérimentation. Et Édouard André, qui a été formé comme horticulteur, représente un atout tout à fait important dans ce dispositif, et on lui confie donc les serres de la Muette qui ont été créées en 1855 par Barry et Deschamps, et où il s'agit de produire pour planter, produire pour projeter, produire aussi pour expérimenter. Il y a des serres, je vous passe le nombre de kilomètres, de mètres carrés, que représentent ces surfaces vitrées, mais dans celles-ci, il y a aussi des serres qui servent uniquement à l'expérimentation, pas à la production, mais où on expérimente des bananiers en pleine terre, des feuillages panachés, et tout ce qui va permettre de renouveler cet art des jardins publics parisiens. Il faut vous imaginer à la fois le caractère dépaysant, puisque vous voyez l'échelle de la serre avec ce petit personnage qui est là. On voit le côté gigantesque de ces plantations, caractère très impressionnant, et le côté prestigieux aussi, puisque de nombreux visiteurs viennent et amateurs viennent visiter ces serres. Ce sont ces serres qui ensuite seront détruites et transportées à Auteuil. Dans ce contexte, donc, où les jardins parisiens vont être toujours plus imités, puis théorisés dans de nombreux traités, celui d'Alphand, bien sûr, celui aussi d'Édouard André en 1879, publié sous le titre « L'art des jardins, traité de la composition des parcs et jardins », ça va être l'occasion, ces différents traités, de faire un espèce de point sur ce qu'est le jardin paysager français, sur les spécificités de cette école, notamment au regard des pratiques et des théories qui sont développées en Angleterre ou aussi en Allemagne, en particulier avec les théories et les pratiques de Ludwig von Sckell et de Peter Joseph Lehne, qui ont aussi développé toute une tradition paysagère sur le jardin public dans leur pays. Mais donc, il va s'agir toujours de définir qu'est-ce que c'est qu'un jardin français, comment est-ce qu'il se distingue d'un jardin anglais ou allemand. Ça va être quelque chose de récurrent dans les traités. Édouard André le définit comme ça, le parc paysager français. Son objet, c'est la combinaison de la nature sauvage avec un art qui en fasse valoir les côtés attractifs, en cache les points défectueux, y ajoute au besoin des beautés de son invention et dissimule habilement sa présence. Et il le développe en donnant des exemples, c'est un caractère très didactique ce traité, exemples de parcs modernes et français à gauche, anglais au centre et allemand à droite. On verra, et c'est ce qu'il développe dans son traité, qu'une des particularités qu'il voit dans le parc paysager français, ce sont les allées, à la fois avec l'allée de ceinture et une hiérarchisation importante des allées, tandis que les Anglais, et il est très schématique, n'en font pas quasiment des allées, et que les Allemands en font, mais qui n'ont pas de sens, puisqu'elles n'ont pas selon lui, de justification pour des points à aller voir. Elles ne sont pas justifiées, ces allées. En tout cas, il faut lire, ou c'est comme ça qu'en tout cas je veux le lire, 3 sources d'influence dans ce qui va devenir le jardin paysager français public. C'est toute cette tradition du jardin des plantes, du jardin botanique, un endroit où on vient se cultiver, où on vient voir des arbres, avec évidemment ce lieu du Muséum d'histoire naturelle où Édouard André lui-même a fait ses classes. Il y a aussi quelque chose qui vient de toute cette tradition des Tivoli qui se sont développés dans Paris après la Révolution, dans ces espaces libérés, où on a fait des parcs d'attractions. Donc il y a quelque chose de ça qu'on retrouve dans le parc paysager public. Et puis, plus tard, une influence, certainement aussi quelque chose qui a eu de l'influence, ça s'est développé au même moment, cette expérience tout à fait originale du Vésinet, avec cette composition du comte de Chouleau, qui vient du monde des parcs agricoles, qui vient donc du monde du jardin, mais qui se frotte à l'échelle de la ville. On est au pied de la terrasse de Saint-Germain, que vous voyez ici. On est dans un lieu de la modernité, puisqu'on est traversé par le parc est desservi par une station du nouveau train qui a été inauguré quelques années auparavant, qui va à Saint-Germain. Et il propose là, dans une ancienne forêt, un lieu de villégiature pour les Parisiens qui ne peuvent pas partir plus loin parce qu'ils sont occupés par leurs affaires. Un lieu de villégiature qui reprend des codes de ce parc paysager. Et donc,
certainement, le parc paysager tel qu'on va le voir se développer est une synthèse de ces trois origines. Il est aussi, et je crois que vous avez insisté hier dessus, il est éminemment lié au système qui va être instauré, au système administratif, et qui, lorsqu'il sera reproduit à l'étranger, lorsqu'on reprendra le modèle du parc paysager, se verra aussi toujours doublé d'un système administratif qui sera mis en place et qui va permettre ces productions très rapides et pensées dans les moindres détails à l'échelle d'une ville entière. On va donc dessiner les bancs, produire les plantes, organiser la formation des jardiniers. Et donc répondre finalement aux besoins des nouvelles villes en expansion. Et ces traités qui vont se multiplier vont aussi permettre de diffuser ces savoir-faire et ces traits. Et le traité d'André, j'insiste toujours là-dessus, doit être vu comme finalement une synthèse de ce qui s'est fait à Paris, puisqu'il a en réalité écrit dès 1860, pendant qu'il était à la ville de Paris, et va servir à diffuser cet urbanisme parisien, ce qui s'est fait à Paris. Et en particulier, cette explication des vallonnements, qui est vue comme une spécificité des parcs parisiens, bien qu'elle ait été importée par Paxton, Barrier Deschamps, elle est importée de la tradition anglaise, mais elle va devenir une spécificité de cet art des paysagistes français. En 1867, toujours cette même date, Édouard André est sélectionné pour le concours de Sefton Park à Liverpool, 150 hectares mis à la disposition de Lord Sefton pour proposer un parc public dans un endroit tout à fait déshérité de la ville qui connaît à ce moment-là une grande expansion puisque c'est une ville portuaire et qu'il y a tout le commerce avec les colonies qui marche à plein. Et donc, Édouard André, au nez à la barbe des 29 autres candidats, mais associé à un paysagiste anglais, remporte ce concours, non seulement le plan projet, mais aussi son exécution. Et là, il déguste d'autant plus la saveur, cette nouvelle qu'elle arrive au moment où l'exposition de 1867 est inaugurée. Donc Cocorico, un Français qui va projeter en Angleterre, c'est un joli pied de nez à l'ennemi héréditaire. En tout cas, c'est un endroit qui va occuper pendant 5 ans André. Il va, durant ces 5 années, avoir beaucoup d'occasions de rencontrer des paysagistes, des pépiniéristes anglais et vraiment parfaire sa connaissance de ce milieu et devenir un pont avec l'Angleterre, lequel pont va durer durant toute sa carrière. Il est, voilà le plan vue du haut, c'est une vue déjà ancienne, mais ce que les Anglais y critiquent et ce que Édouard André, au contraire, y promeut, c'est un dessin spécifique des allées qui reprend justement ce dessin des allées tel qu'il nous le proposait de manière schématique. Et il va beaucoup se battre pour que soit reconnu et que soit maintenu son projet initial de dessiner les allées contre lesquelles les Anglais avaient essayé de le faire changer. Voilà les allées qu'il dessine avec une légère courbe un léger bombement pour ne pas être vu de loin. Il va en profiter pour importer un élément du savoir-faire français que sont les enrochements, le rocaillage. Et il va faire venir Combaz, celui qui a fait les rocailles au but de Chaumont, le faire venir à Sefton et lui faire dessiner ce que je trouve une très jolie cascade, et puis les grottes qui étaient sur ma photo d'introduction, et des circuits d'eau qui sont un peu copiés, si on regarde, par rapport à ce qui s'est fait au but, animant un terrain qui était très ingrat et utilisant une petite rivière qui se trouvait là. Il va en faire quelque chose que les Anglais eux-mêmes vont reconnaître tout à fait admirable. Il va s'inspirer aussi de la tradition anglaise en allant visiter le parc qui est de l'autre côté de la rivière, qui est Birkenhead, dessiné par le fameux jardinier Paxton. Et on se rend pas bien compte avec l'échelle, mais en réalité c'est un parc déjà à l'échelle urbaine. Ce qui est vu comme l'allée de ceinture est un boulevard fait pour les voitures. Et André va y admirer en particulier le travail sur le vallonnement et puis la perméabilité avec la ville tout autour,
puisqu'il s'agit d'y faire des lotissements. Et il reprendra le même système à Sefton. Je vous ai mis quelques photos. Donc voilà, Sefton va être pour lui un endroit pour tester lui-même en propre la façon de transposer cet urbanisme, ce savoir-faire parisien. Et ça va devenir sa marque de fabrique, tant et si bien qu'on l'invite à Luxembourg dès 1872 à transformer la forteresse en un parc public urbain. À l'issue des traités de démilitarisation, la forteresse doit être démantelée. Il arrive un peu tard, ce qui fait qu'il va rester des forts au sein du parc. Il va devoir composer avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y prévoit, là encore, des terrains à lotir et des radiantes à partir du centre de la ville, et qu'il met tous ses efforts pour que il soit, voilà l'effort qui reste, pour que ces différents obstacles n'en fassent pas moins un parc unique qui existe encore aujourd'hui, qui compose la couronne verte de Luxembourg, et dont on voit ici le soin avec lequel il a essayé que les allées d'une part à l'autre du parc se répondent, et avec aussi un travail sur les grilles, sur les entrées de chacune de ces sections, pour donner cette idée d'une continuité, avec des petits kiosques, pavillons et autres choses qui attirent le regard d'une partie à l'autre, et des compositions très soignées, y compris en particulier autour de cette statue de la princesse Amélie, pour lequel il dessine, vous voyez, un fond très dense avec des bouleaux pour éclairer et pour faire un point d'appel depuis la ville en face, puisque c'est un monument spécialement aimé des Luxembourgeois. Ce qui est intéressant, c'est que ce chantier dure de 1872 à 1903, et qu'au milieu, il va partir pour un voyage aux États-Unis, et va donc revenir ensuite poursuivre le chantier éclairé par cette expérience américaine. Il va aller voir Frédéric Olmsted, observer les systèmes de parc et relever des dispositifs fins. Et en particulier, pour moi, c'est la première publication en France, mais je ne demande qu'à être démentie, du système des parkways en 1879. Donc, il y montre la façon dont les villas bord de la mer, sans être en bord de mer, pardon, ont des espaces privés sans être pour autant fermés pour les gens qui marchent le long. L'entrée de Central Park, et vous voyez, il publie sur la même planche le profil de l'avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg qu'il a dessiné. Donc, on voit bien que juste avant de publier le traité, le voyage a lieu en 75-76, pardon. On voit l'inspiration qu'il trouve aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'agence d'André et l'agence d'Olmsted vont accueillir à de nombreuses reprises des stagiaires de part et d'autre de l'Atlantique et contribuer à cette circulation des modèles, comme en témoigne aussi d'ailleurs la publication, toujours dans le même traité, du plan de Central Park, qui est aussi, je pense, la première publication en France. En tout cas, progressivement, et fort de cette expérience, André va étendre la commande initiale de Luxembourg cette première couronne au pied de la vallée. Il va descendre et dessiner toute la vallée de la Pétrus jusqu'en 1903 dans un immense parc urbain. Voilà le plan récemment retrouvé. Et donc, ces deux commandes qui vont être couronnées de succès vont asseoir sa réputation et lui permettre de voir se multiplier les commandes publiques de toute taille, que ce soit à Cognac, je vais accélérer un petit peu pour pas vous faire perdre de temps, autour du parc de l'Hôtel de Ville aussi, il fait 2 parcs à Cognac, où il dessine, pour le coup, reprenant le système parisien, l'ensemble des choses, le kiosque et les grilles. Et je me permets là une incise, ces grilles qui sont très menacées aujourd'hui dans nos parcs me semblent être tout à fait caractéristiques de ce que sont ces jardins public, alors bien sûr à l'exemple du parc Monceau, mais qu'il reprend là dans un square qu'il dessine à Poitiers. On voit le soin de ces grilles et on voit ce que ça devient quand on les enlève. Ça c'est un cliché qui date d'il y a 3 ans. La place le square a été transformé en place et les grilles enlevées. Les jolies grilles ont été mises autour d'un parking, ce qui est un peu dangereux, et on a perdu cette qualité. Ça me semble dommage. Voilà le square aujourd'hui.
Il va aussi aller faire des jardins publics pour la commande privée, par exemple un parc thermal, on est à Mondorf, au Luxembourg, casino de Monte-Carlo, où on lui demande en face le casino, où il y a un boulingrin et un jardin qui s'appelle la Petite Afrique. Il cumule, donc il juxtapose un jardin régulier et un jardin irrégulier, on va y revenir. En tout cas, des lieux où il peut donner cours à toute sa connaissance des végétaux, et en particulier des végétaux de la zone dite de l'Oranger. Ça marche aussi, il est aussi sollicité pour Montpellier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup, toute échelle respectée, mais au but de Chaumont. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en bordure de l'ancien mail de la ville, mais le long de l'ancien mail, mais en bordure des nouveaux quartiers, avec la voie ferrée qui est là. Et ce parc devient une articulation dans la ville qui s'étend, qui se modernise, et qu'ils sont très souvent appelés, c'est les paysagistes, pour faire ce genre d'espèce d'articulation dans la ville. On le voit de manière très claire à Angers, où en 1901, on le sollicite pour transformer un parc ancien privé en un parc public, et on voit là la jonction avec le nouveau boulevard qui est faite. Et en fait, ça sert de jonction entre l'ancien cœur de ville et les faubourgs. Voilà le parc. On voit d'ailleurs au passage le soin avec lequel il prépare toujours, même en 1901, alors qu'il est déjà un professionnel reconnu, avec lequel il prépare son rendu aux autorités municipales, expliquant de manière très claire comment est-ce qu'il veut défendre son projet. Il va aussi être appelé au Quirinal, à Rome, pour un jardin, en réalité un jardin sur dalle, nouveau. Et progressivement, et parallèlement par ailleurs, faire des jardins privés et voir là une manière de renouveler cet art du jardin paysager, puisqu'il sent lui-même qu'il y a un risque de lassitude. Je vous en ai mis plusieurs. On est là à la Laurie, et donc, réintroduire à travers le jardin privé des lignes régulières, ce qui va faire de plus en plus. On est là en Anjou à la Laurie, où il va dessiner les parterres auprès du château, à Villeblevin, dans l'Yonne, où il redessine aussi les abords du château. Pour lui, le style paysager ne saurait être adapté à tout, et en particulier près des abords du château, il faut prévoir d'autres lignes et réutiliser les lignes régulières. C'est ce qu'il a théorisé dans ce qu'on a appelé le style mixte, mais dont il n'est pas l'inventeur, puisque plusieurs essais avaient déjà eu lieu auparavant pour réintroduire des lignes régulières. En tout cas, lui s'appuie sur les écrits de Louis Vitet, qui affirme que les lignes sont à la nature, ce que la mesure et la rime sont à la pensée. Elles l'ennoblissent, elles sont la poésie du paysage. Et donc, il va encourager beaucoup à adopter ce style mixte, dans un chantier en particulier au Lude, où il est appelé pour transformer tous les abords du château, enlever l'ancien potager et prévoir là la transition entre les abords de la maison et du château et le grand parc agricole, chantier sur lequel là aussi il va travailler durant 20 ans, ce qui va lui permettre de vraiment d'affiner son art de la composition. Et il va appliquer ce système du style mixte un peu partout. On est là en Lituanie, où des princes lituaniens très francophiles lui font dessiner 4 jardins qui sont encore en très bon état au bord de la Baltique. Mais aussi, ça va permettre de résoudre des commandes dans des espaces tout petits, un peu biscornus, comme on a là à la Villa Masséna, où le jardin régulier est une manière, sur un tout petit espace, de remplir cet espace biscornu. Il va aussi appliquer ses recherches à Caradeux, en Bretagne, dans le centre de la Bretagne, où il va redessiner les abords du château avec des balustrades, tout ça étant en béton armé. On n'est plus dans le vocabulaire tout à fait classique. Il y voit vraiment l'avenir pour les jardins, la réintroduction mesurée de ces lignes régulières. Et
ce qui a permis cette évolution aussi, de cette réflexion par rapport à ce qu'il avait appris à la ville de Paris, j'identifie 2 facteurs très importants. Le premier, le nouveau regard qu'il va porter sur les végétaux, et puis aussi tout l'enseignement qu'il va dispenser au sein de l'école de Versailles. Et dans les 2 cas, il a vraiment été un acteur important. Donc l'évolution de la place et du statut du végétal va être très important pour lui puisqu'il est horticulteur à la base et va s'inspirer véritablement de sa connaissance des végétaux pour faire évoluer le style des jardins. Il avait lui-même effectué un voyage d'exploration, donc avant d'aller aux États-Unis, il avait commencé par l'Amérique du Sud, où il avait découvert de nombreuses plantes. Il avait noué un très grand réseau parmi tout le milieu horticole européen. Je vous ai mis là simplement quelques-uns de ces très nombreux contacts. Il le dit lui-même, j'ai beaucoup évolué entre mes premières passions pour les fleurs de serre, les corbeilles, et puis donc avec la folie des plantes à beau feuillage, cette folie horticole. Et puis cette rencontre avec William Robinson, qui va beaucoup lui faire de recherches sur les plantes vivaces, va l'amener progressivement à s'intéresser à ces plantes vivaces, à s'intéresser à la flore locale, à délaisser les plantes exotiques. Je vous ai mis ici le traité de Robinson qui a été récemment traduit, que je vous invite à lire. Et André va traduire des extraits de ces différents écrits de Robinson et va être tout à fait convaincu de la nécessité de rendre le jardin plus naturel. Il va être aidé pour ça au but de Chaumont, par une expérience au but de Chaumont où après la guerre, le jardin a été abandonné. Il s'aperçoit qu'en fait c'est très réussi ce qui s'est passé en revenant 3 ans après et sans entretien. Les plantes précieuses ont disparu et les plantes qui sont bien introduites, bien implantées, donnent de très beaux effets. Et donc il va évoluer et inviter de plus en plus à planter des plantes indigènes. Il fait même un jardin botanique de plantes indigènes à Luxembourg. Et lorsqu'il va en Uruguay, qu'on lui demande un système de parc, il va d'abord aller faire 1 mois d'exploration dans la Pampa pour voir les végétaux et s'inspirer des plantes locales. L'autre chose qui va lui permettre de renouveler cet art, c'est d'enseigner. On a là le caractère un peu caricatural du traité, avec à gauche le mauvais tracé, à droite le bon tracé. Ce qui est sûr, c'est que ce traité est donc une espèce de dette qu'Édouard André paye à Paris, puisqu'il dédie même ce traité à Alphand, mais qu'après, il va publier de très nombreux articles. Et c'est plutôt en suivant sa théorie dans l'évolution de ces articles qu'on va pouvoir le voir évoluer. Il a un rôle important pour ces publications. Et à partir de 1892, donc, il enseigne à l'ENSH l'architecture des jardins et des serres, et va là former de nombreux étudiants qui vont ensuite eux-mêmes aller diffuser et créer à l'étranger. Et je pense notamment à Henri Martinet et à Charles Thaïs qui vont beaucoup diffuser cette façon de faire d'André, en particulier Charles Thaïs à Buenos Aires, dans des parcs qui ont valu à une de nos amies d'avoir une amende très importante puisqu'elle les défendait. Et ça date d'il y a 2 ans. Celui qui va véritablement l'aider à renouveler, c'est René André, avec son fils, donc, qui va le rejoindre à partir de 1892 et va véritablement le faire entrer dans la nouvelle échelle, celle de la ville. Il va rejoindre son père précisément au moment où il se penche donc sur le plan d'urbanisme des espaces verts de Montevideo en Uruguay, où il prévoit tous ses parcs et ses allées plantées et ses boulevards. Il va être un des membres fondateurs de la SFU en 1911, s'intéresser aux travaux de l'urbanisme, donner des conférences à la SFU, au musée social aussi, se pencher, toujours ce René André, sur le plan d'urbanisme de Longwy, sur des promenades et le plan des promenades d'Alexandrie en Égypte, et voir dans la loi Cornudet de 1919 un débouché tout à fait intéressant pour les paysagistes, alors que la commande se tarit, la commande privée.
et se lancer dans toute une série sur laquelle on commence tout juste à travailler de plans d'extension pour les villes, donc dans le cadre de cette loi Cornudet, se penchant sur le plan de Montbéliard où il prévoit des endroits pour les HBM, qu'on voit dessiner là, pour la ville d'Halluin. Au passage, il y propose un parc public, donc il fait tout, en général c'est un espèce de combiné entre le plan d'urbanisme et puis des parcs publics qu'il propose et dont je viens de comprendre qu'en fait il avait été réalisé, ce jardin sur lequel on ne connaît pas encore grand-chose. Il se penche aussi sur le plan de la ville du Havre et il dessine en particulier un parc des sports, ça fait écho à la commande de Redon à Reims bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en bordure d'une zone qu'on urbanise et où on prévoit des habitations à loyer modéré. Et il dessine véritablement jusqu'à l'endroit où doit s'arrêter le bus pour relier ce parc à la ville ancienne et à la ville nouvelle en train de se créer. Il prévoit à l'échelle du grand territoire, on a là les deux, oui, j'ai bientôt fini, et à Angers, avec un parc qu'il propose, le parc Saint-Nicolas, dans un registre qui reprend beaucoup des éléments du parc public paysager, mais avec un vocabulaire très naturaliste. Et puis je finirai avec son expérience aussi avec les sanatoriums, puisqu'il a pu dessiner 3 sanatoriums même, et être impliqué dès les départs de la conception, avec celui de Guébriant, toujours au plateau d'Assy donc, avec le sanatorium de Guébriant, où on voit encore beaucoup du vocabulaire du parc paysager français, et celui de Pracoutan, où je vois pour moi l'écho justement de ces petits dessins que je vous ai montrés aux États-Unis. On a là un pavillon, on a là un modèle pavillonnaire du sanatorium où il peut dessiner tous les espaces alentours et prévoir les façons d'accéder surtout. Voilà, je finirai en disant qu'on n'a pas fini de protéger, de connaître ce patrimoine, et en particulier ici j'ai tenu à mettre le lac Daumesnil dont la presse nous parle ces jours-ci, et espérer que ces parcs soient, comme à l'exemple de Guebwiller, l'occasion de repenser la ville, puisque, pour finir, juste, Guebwiller avait ce parc qui était totalement en déshérence, qui n'était plus du tout compris, et lorsque cette petite ville a voulu se pencher sur ce parc, ce qui en avait nécessité, ce qui avait plutôt rendu intéressant sa création, ce qui avait aussi formé sa composition, eh bien, ça a été pour elle l'occasion de se repencher sur les circulations douces dans la ville et, relisant ce parc, de redynamiser l'ensemble du plan de la ville. Donc j'espère la même chose pour beaucoup de ces parcs paysagers. Merci.